Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, merci pour votre présence. Donc, on va faire un point d'infos sur Parcoursup. Donc, je me présente, je suis Isabelle Toussaint-Emerick. Je suis au rectorat, à la délégation régionale académique à l'information et à l'orientation, qui est un service du rectorat et qui coordonne, met en œuvre la politique de la rectrice en matière d'affectation et d'orientation, post-troisième, post-seconde, post-bac et aussi après la licence. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur Parcoursup. On va essayer de balayer ensemble les tenants et aboutissants de cette plateforme nationale qui est à la fois qui a deux fonctions, à la fois un portail d'information sur les formations post-bac en France, puisque dans la plateforme, elle contient à peu près 95% de l'offre de formation nationale. Et donc, il y a 25 000 formations de l'enseignement supérieur, 25 000 premières années d'enseignement supérieur. Et la deuxième fonction de la plateforme nationale Parcoursup est la préinscription des candidats dans un grand nombre, pour une grande majorité, c'est des candidats de terminale, pour une préinscription en première année d'enseignement supérieur, avec aussi également des candidats qui sont en réorientation, qui sont déjà dans l'enseignement supérieur et qui se réorientent, et puis aussi des adultes qui s'inscrivent ou se réinscrivent dans une première année d'enseignement supérieur. Voilà, on va... Quelques données générales. Donc, il y a 40 000 candidats en Bretagne sur Parcoursup, dont 70% de candidats qui sont en terminale générale, technologique et professionnelle. Donc, une très grande majorité de candidats de terminale. 25 000 formations qui ont des diplômes nationaux ou des établissements qui sont validés par l'État. Ces formations qui sont à la fois sous statut étudiant et aussi qui peuvent être sous statut apprentissage. Je disais tout de suite qu'une des premières fonctions une des fonctions de la plateforme nationale Parcoursup est un portail d'information sur les formations de l'enseignement supérieur et je le détaillerai plus après. C'est vrai que lorsque vous allez sur cette plateforme Parcoursup, vous avez accès à un ensemble d'informations sur les formations dont la présentation, elle est homogène sur l'ensemble des formations et qui permet, en fait, qui facilite la lecture, qui facilite l'appropriation des informations, parce que toutes les informations sur ces 25 000 formations sont présentées de la même façon, dans un cadre de présentation unique et qui facilite grandement la lecture. Voilà, c'est un portail qui rassemble toute l'information et qui est la même. Les registres d'information sont les mêmes pour toutes les formations et on voit bien que c'est quand même très différent que d'aller à chaque fois sur les sites des formations des établissements qui ont leur propre système de présentation, leur propre cadre de présentation et qui est bien naturel. Là, ça permet en fait d'avoir sur un même portail l'ensemble des indications sur les formations. Alors, Parcoursup, c'est donc une seule procédure. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors maintenant, Parcoursup a 7 ans. 7 ans, c'est la 7e édition. Mais il faut bien comprendre, peut-être que ça paraît quand même un peu, voilà, quelque chose de compliqué. Voilà, mais en fait, ça simplifie grandement
l'accès, la procédure d'accès à l'enseignement supérieur. Pourquoi ça simplifie? Parce que auparavant, alors il y avait déjà d'autres systèmes, mais avant que cette plateforme n'existe ou d'autres systèmes n'existent, en fait, chaque établissement d'enseignement supérieur avait sa propre procédure de recrutement, avait son propre dossier, avait ses propres dates. Donc, cela constituait quand même déjà une complexité pour pouvoir candidater, parce qu'on était sans cesse à la recherche d'informations sur la façon dont l'établissement recrutait, avec ses propres dossiers, avec son propre calendrier, avec ses propres critères. Et donc, cette plateforme Parcoursup a permis à ce que l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur se calent sur un calendrier unique, sur une seule procédure, avec des dates, donc le calendrier unique avec des dates bien cadencées en fait, tout au long de la procédure, et puis un seul dossier, quoi. Il n'y a pas 36 000 dossiers, il n'y a qu'un seul dossier que le candidat complète et qui est identique pour l'ensemble des formations dans lesquelles il postule. Donc, c'est bien une procédure qui vise, une plateforme qui vise la simplification et aussi l'équité. Alors, pourquoi on parle d'équité? Parce que il y a l'intérêt, la nécessité pour une plus grande démocratisation aussi de l'accès dans l'enseignement supérieur, une prise en compte, non pas dans les classements, non pas dans les recrutements en tant que tels, mais une prise en compte du caractère social dans l'appel qui peut être fait aux candidats pour recevoir en fait une proposition d'admission, candidat qui avait été déjà classé auparavant dans la formation, par la formation. Équité aussi pour favoriser à ce que l'ensemble des bacheliers généraux, technologiques et professionnels puissent avoir dans l'enseignement supérieur, notamment pour les bacheliers professionnels et bacheliers technologiques, un certain nombre de quotas, de places, de pourcentages de places qui sont réservées, que ce soit en BTS pour les bacheliers professionnels, que ce soit aussi en BUT pour les bacheliers technologiques. Donc, cette plateforme contribue à la fois à une simplification, mais aussi à une équité dans l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, autre chiffre aussi, on peut peut-être faire avoir quelques repères, développer un certain nombre de repères sur les poursuites d'études des lycéens et des lycéennes bretons et bretonnes dans l'enseignement supérieur. En fait, ce dont on sait, et ça, on le sait c'est un peu pareil tous les ans, c'est-à-dire qu'en Bretagne, il y a un plus grand nombre d'élèves qui sont bacheliers qui sont bacheliers en Bretagne proportionnellement au niveau national, et les bacheliers bretons aussi poursuivent davantage dans le supérieur que proportionnellement au niveau national et de façon privilégiée dans leur académie d'origine. Donc, on voit le taux de réussite au bac, par exemple, l'année dernière, en 2025. Donc, on voit qu'effectivement, les taux de réussite, que ce soit au bac général, technologique et professionnel, sont plus élevés en Bretagne qu'au niveau national, proportionnellement, bien entendu, et dans le Finistère également.
Voilà, hein, vous voyez les scores que nous avons dans le Finistère et que le taux de poursuite d'études, hein, là on le voit dans le graphique, hein, que ce soit pour les bacheliers généraux, technologiques et professionnels, sont quelque peu, hein, supérieurs en Bretagne qu'en France. Et ce dont on voit aussi, c'est que la mobilité, hein, sur la question de la mobilité, en fait, les néo-bacheliers bretons, hein, sont les plus nombreux à accepter une proposition d'admission dans leur académie d'origine, hein, par rapport aux autres académies d'origine. Et c'est particulièrement vrai pour le Finistère, puisque parmi les bacheliers généraux, 56% hein, des candidats ont accepté une proposition d'admission dans leur département d'origine, à savoir le Finistère, et c'est voilà, c'est le taux le plus important. Donc, ce qui signifie que, et c'est la raison d'être aussi hein, de ce salon, c'est que dans le Finistère, hein, il y a un maillage, une offre maillée de formation d'enseignement supérieur hein, qui permet en fait hein, aux élèves du Finistère hein, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Donc, voilà, donc 20% hein, des bacheliers généraux du Finistère acceptent une proposition d'admission dans un département autre que dans un département breton autre que le leur. 14% quittent l'académie avec un total de poursuite d'études hein, qui est 90%. Donc voilà, quelques repères hein, sur ça. Donc ça se passe quand même plutôt pas mal, quoi. Voilà. Alors, il y a les étapes hein, pour le candidat ou la candidate. Alors, je vous propose de passer directement. Il y a 3 grandes étapes, je les décris. Alors, une première étape qui est voilà qui est toujours valable quand même, qui a démarré à partir du 17 décembre, qui consiste à s'informer et découvrir hein, les formations sur la plateforme Parcoursup, et je détaillerai dans un second temps en fait hein, tout ce qu'on peut tirer comme information sur les formations dans Parcoursup. Il y a une deuxième étape hein, qui a démarré le 19 janvier et qui va jusqu'au 12 mars, qui consiste en l'inscription, hein, la constitution de son compte, et puis la formulation des vœux, donc je détaillerai voilà en quoi ça consiste, et jusqu'au 1er avril hein, pour finaliser hein, les dossiers, à savoir hein, compléter un certain nombre hein, de registres d'informations constituant en fait chaque dossier du candidat. Et puis la troisième phase, en fait, c'est la phase des résultats à partir du 2 juin, où le candidat en fait reçoit les réponses hein, des formations et prend la décision parmi les réponses positives qu'il a obtenues, les propositions d'admission, la formation hein, qu'il choisit. Je vous propose en fait de démarrer par l'étape 2, parce que c'est peut-être ça qui vous préoccupe plus maintenant, étant donné qu'on est déjà dans la seconde phase. Alors, il y a voilà, l'étape 2, c'est formuler les vœux, finaliser les dossiers. La recommandation hein, de cela, c'est le respect des délais. Hein, c'est-à-dire que voilà, au-delà de 12 mars, on ne peut plus saisir de vœux hein, supplémentaires. Hein, donc, c'est vraiment dans Parcoursup, hein, la recommandation, c'est vraiment le respect des délais. Et le 1er avril, hein, c'est la date limite hein, de finalisation hein, des dossiers. Alors, quand le candidat a la main, c'est-à-dire qu'il fait des vœux, il ou elle fait des vœux, les vœux qui conviennent, en fait, hein, les vœux qui correspondent en fait à des intentions d'avenir,
Il peut en retirer, il peut en remettre, voilà, tout ça jusqu'au 12 mars. Il n'y a pas de hiérarchisation à avoir. On ne dit pas en premier je mets ça, en deuxième je fais tel vœu, en troisième je fais ça. Non, c'est comme un sac. Imaginez, c'est un sac à vœux, hein, voilà. Donc c'est pas hiérarchisé, c'est pas ordonné. Et on insiste beaucoup, hein, là-dessus parce que, voilà, au mois de mars, on est encore, hein, dans le temps d'exploration des possibles et envisager en fait, hein, de plusieurs scénarios d'avenir, hein, en matière de formation. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que les vœux que le candidat fait ne sont pas portés à la connaissance des formations dans lesquelles ils postulent. C'est-à-dire que les formations dans lesquelles le candidat postule n'a pas connaissance des autres vœux qui sont faits par le candidat à d'autres formations. Hein. Donc, liberté totale, liberté en fait, hein, de choisir, hein, les formations qui conviennent. Alors, combien de vœux on fait? On en fait jusqu'à 10 vœux. Jusqu'à 10 vœux. Il y a 10 vœux supplémentaires qui peuvent être faits pour les formations en apprentissage. Hein. Juste une petite parenthèse, c'est que les formations en apprentissage ne sont pas limitées, hein, dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut en faire après le 12 mars, hein, tout au long de la procédure, mais les vœux sous statut étudiant, pour les formations sous statut étudiant, c'est jusqu'au 12 mars. Alors, 10 vœux avec la possibilité de faire des sous-vœux, hein, pour certaines formations filières sélectives, par exemple des classes prépa, des BTS, des BUT, écoles de commerce, d'ingénieurs, IFSI, IEP, etc. Ces vœux, ces sous-vœux, en fait, c'est par exemple, hein, une même formation qu'on demande dans des endroits différents. Par exemple, un BTS chimie que je demande à Rennes, que je demande à Toulouse, que je demande à Lyon, que je demande à Mulhouse. En fait, ça fait 4 sous-vœux, mais ça compte pour la procédure comme un vœu. D'accord? Donc, sous-vœux, vœux, sous-vœux. Donc, on peut faire 20 sous-vœux pour l'ensemble des 10 vœux. Voilà. Et pour un vœu, on ne peut pas aller au-delà de 10 sous-vœux. Alors, il y a quelques exceptions. Voilà, c'est bien inscrit, répertorié, hein, sur la plateforme. Vous allez, par exemple, sur la foire aux questions, hein, formuler les vœux, et donc vous avez toute une série de questions, et là vous avez vraiment toutes les réponses spécifiques, hein, c'est tout à fait accessible, mais la règle c'est ça, hein, il peut y avoir, hein, des variations, mais la règle c'est ça, 10 vœux et 20 sous-vœux, et pas plus de 10 sous-vœux pour un vœu. Voilà, c'est la règle générale. Donc, la date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, hein, c'est au plus tard le 12 mars. C'est-à-dire que si vous postulez dans ce BTS chimie à Rennes le 20 janvier ou que vous postulez le 11 mars, la formation, en fait, ne traitera pas plus rapidement le dossier du candidat qui a formulé son vœu le 20 janvier plutôt que le 11 mars. Hein. La date limite, c'est le 12 mars, et les formations pour lesquelles on postule n'ont pas connaissance, en fait, hein, des dossiers avant début avril, voilà. On verra après. Donc là, voilà, quelques exemples pour les 6 vœux. Là, les vœux sur la formulation des vœux, hein, pour bien. Donc vous avez là, voilà, imaginons un candidat, hein, qui fait plusieurs vœux. Donc les CPGE MPSI, voilà, il fait, donc ça constitue un vœu. Il fait 2 sous-vœux parce qu'il demande cette formation-là dans 2 établissements, établissement A et établissement B.
donc ça fait 2 sous-vœux. Et dans l'établissement A, il demande à la fois sans internat et avec internat. Donc ça fait 2 sous-vœux. Voilà. Mais pour la procédure, ça compte pour un vœu. CPGE, voilà. Donc, vous voyez comme ça peut se démultiplier quand même. Donc, il y a un but chimie, BTS métier de la chimie qui est demandé dans 3 établissements. Donc, ça fait 3 sous-vœux. Donc, en tout, là, il a 5 sous-vœux. BTS Europlastique, voilà, qui a demandé à un seul endroit, donc ça fait un vœu. Et 2 licences, mention physique-chimie à Rennes et à Brest. Donc là, du point de vue de la procédure, ça fait 6 vœux, mais du point de vue en fait du candidat, ça lui fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça lui fait... Du point de vue du candidat, en fait, il a fait 11 candidatures, mais du point de vue de la procédure, ça compte 6 vœux. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a encore quelques chiffres. En moyenne, en comptant vœux sous vœux, tout ça, en tout cas l'année dernière, les candidats font en moyenne 13,4 vœux par candidat. Davantage pour les candidats originaires de bac général, 16 vœux, oui. Oui. Établissement C Vauban, oui, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Les établissements, c'est une même formation demandée à des endroits différents. Ah oui, oui, on peut prendre plusieurs établissements dans une même ville. Ce n'est pas une zone géographique. Oui, c'est bien l'établissement. Un vœu, c'est une formation dans un établissement. Voilà, donc en moyenne, 13,4 vœux par candidat. La moyenne monte à 16 vœux pour terminale générale, pour les bacheliers généraux, 11,5 vœux pour les bacheliers technologiques et 7,3 vœux pour les bacheliers professionnels. Alors, pour prendre appui, en fait, construire, en fait, aussi s'approprier en quelque sorte les vœux, les formations auxquelles on postule, il est intéressant en fait de prendre appui sur, de se référer en fait à ce qu'on appelle les attendus des formations. Et ça, vous trouvez ça sur la plateforme Parcoursup. Vous sélectionnez dans le moteur de recherche, vous sélectionnez, vous voyez la carte des formations, l'onglet carte des formations. Il y a un moteur de recherche. Voilà, vous cherchez, je sais pas quoi, un BTS chimie à Rennes, voilà. Et puis la fiche formation apparaît et vous avez des informations sur les attendus des formations qui sont des caractéristiques des formations, de ce qui est attendu du point de vue des connaissances, des compétences nécessaires à la réussite dans chaque filière. Et les attendus, en fait, sont nationaux pour chaque formation. Et les attendus, en fait, regroupent des savoir-faire, alors des savoirs, bien entendu, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être. Par exemple, il donne des exemples de capacité de communication orale et écrite, raisonnement logique, compréhension, analyse, synthèse de texte, etc. Ou des savoir-être, qualité humaine, initiative, esprit d'équipe et tout ça, qui sont autant d'éléments qui donnent matière à mieux comprendre en fait ce qui est attendu dans la formation, mais c'est des compétences aussi qui sont développées dans la formation et qui donnent, au-delà des disciplines et des notes académiques, qui donnent une idée des compétences qui sont développées aussi dans la formation.
Par exemple, toujours sur le thème de la chimie, là, si on prend un axe un peu thématique et qu'on compare, par exemple, licence chimie, but chimie, BTS chimie, on voit bien que les attendus et les compétences développées dans ces formations au regard de la chimie ne sont pas les mêmes que ce soit en licence, en but ou en BTS, parce que les référentiels ne sont pas les mêmes et les objectifs des formations ne sont pas les mêmes. Voilà, si dans la licence, en fait, on appréhende davantage des compétences scientifiques, des compétences en communication, des compétences méthodologiques et comportementales, en fait, sur le but chimie, c'est davantage des compétences générales, être actif dans sa formation par rapport à la chimie, capacité à analyser, poser une problématique, mener un raisonnement. En but chimie, c'est être actif dans sa formation, avoir le sens pratique. En BTS, s'intéresser aux applications industrielles et tout ça. Sur les compétences en communication, on voit en licence de chimie l'écrit, l'oral de manière rigoureuse. En but chimie, c'est la motivation et la curiosité pour la techno. Savoir mobiliser, c'est savoir pour répondre à une problématique. Voilà, les qualités humaines. Pour le BTS chimie, évidemment, travailler en équipe, être en démarche de projet, etc. Donc, en fait, il est intéressant de lire les comptes rendus pour permettre aux candidats de pouvoir se projeter dans la formation, mais du point de vue de la façon dont on y apprend. Du point de vue de la façon dont on est enseigné et voilà, parce que ces compétences qui sont développées, elles sont développées à travers des situations pédagogiques et d'apprentissage qui sont mises en place. Et au-delà, vraiment, j'invite vraiment tous les élèves, les candidats, à aborder les formations du point de vue de la manière aussi dont on enseigne, dont on apprend. Voilà, c'est un environnement aussi pédagogique visant à développer des compétences qui sont bien, spécifiques au référentiel de ces formations. Les éléments en fait qui sont pris en compte dans les formations du supérieur, voilà ce qu'on appelle le dossier. Alors tous les éléments en fait qui sont scolaires, les bulletins scolaires donc de première, de terminale. Alors terminale, soit le premier trimestre et second trimestre, ou bien si c'est un semestre, le premier semestre. Et c'est les notes du bac de l'année de première, bien entendu. Donc ça, ces éléments-là sont transmis par le lycée d'origine via un export de bas élèves. Donc, c'est pas au candidat de s'occuper de ça. Mais en revanche, la rubrique activité et centre d'intérêt est une rubrique, c'est facultative, voilà, mais qui est intéressante pour mettre en valeur peut-être des compétences, des expériences, des engagements qui peuvent prendre appui aussi à ce qu'on vient de voir en fait sur les compétences un peu transversales qui sont développées dans chacune des formations. On peut peut-être faire des liens entre des expériences d'engagement, des expériences de travail d'équipe, voilà, au cours de sa vie personnelle ou dans le cadre scolaire ou pas, qui peuvent être intéressantes en fait à faire valoir. La lettre de motivation, toutes les formations ne le demandent pas, une lettre de motivation, mais beaucoup quand même. Et ce qui est important dans la lettre de motivation, c'est d'amener en fait ceux qui vont, l'équipe pédagogique qui va examiner cette lettre, qui puisse se dire, on voit ce candidat ou cette candidate, que sa candidature, elle est pas bateau, quoi. Le candidat sait où il met les pieds, sait pourquoi il met les pieds dans cette formation et c'est ce qu'il va en faire après, quoi. Voilà. Si
Voilà. Donc c'est aussi important de repérer dans les attendus, d'aller voir sur place, bon, au salon ici, mais dans les journées portes ouvertes, de un peu percevoir les formations aussi de l'intérieur, si je peux dire, et de l'amener en fait à faire des liens entre les caractéristiques de ces formations et puis lui-même et elle-même, dans ces, voilà, quel point fort je fais qui va me servir en fait de point d'appui pour réussir dans cette formation. Oui, il n'y a pas de hiérarchisation dans les vœux. Comment on peut venir appuyer au moins quelques vœux? En fait, dans la formulation des vœux, mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à votre question, c'est-à-dire ce que vous dites, je reformule, est-ce que comment aider l'élève à se construire sa propre hiérarchie des vœux, sa propre préférence dans les vœux, c'est ça? Dans sa tête, oui. Il a même intérêt à le faire, mais pas dans Parcoursup. Pas dans Parcoursup, mais c'est un bien. C'est un bien. Pas dans Parcoursup. En fait, ce qui est important dans la stratégie, il doit y avoir, il y a une pluralité. Vous voyez que en moyenne, les candidats font 14 vœux. Donc, il y a de quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, d'avoir, c'est dans ces vœux, c'est qu'il y ait des vœux ambitieux, qu'il y ait aussi des vœux raisonnables et des vœux de précaution. Voilà. Et là, en fait, voilà, il balaye à la fois le désirable et le probable. Voilà, il articule tout ça, quoi. Et ça, c'est au mois de mars, donc il y a encore du temps qui va passer, ça va maturer. C'est pour ça que la hiérarchisation, en mars, elle serait beaucoup trop précoce. Voilà, il faut que ça mature, voilà. Et puis aussi, ce qui bon, d'une part, et les réponses aussi des établissements de formation vont aussi accélérer en fait cette hiérarchisation des préférences. Voilà, mais j'y reviendrai. Donc, ça, des vœux ambitieux, enfin, un nombre de vœux ambitieux, un nombre de vœux raisonnables, on va dire ça, ou probables, et puis des vœux de précaution, même si c'est un peu moins désirable. Voilà. La fiche à venir, alors ça c'est un élément du dossier important, qui est important pour les établissements de formation parce que ça donne aussi, donc c'est fourni par l'établissement d'origine et ça complété par les enseignants qui donnent un avis sur les vœux. Et puis certaines formations aussi demandent des pièces spécifiques ou formulées ou des formulaires. Vous pouvez aussi joindre des informations sur le parcours des parcours spécifiques en section européenne, des participations au cordées de la réussite, des certifications des compétences numériques. Tout ça, c'est des éléments en fait qui sont intéressants à mettre au jour. Donc, c'est la raison pour laquelle la recommandation est d'ouvrir le champ des possibles parce qu'il y a vraiment matière à faire quand même pas mal de vœux. Et vous allez en fait sur Parcoursup et puis examiner à partir de la carte de formation toutes les informations dont vous pouvez disposer. Donc la carte d'identité de la formation, là par exemple il y a l'IFSI de Limoges. Vous savez le statut de l'établissement, si c'est sélectif ou pas,
le label ministère, l'éligibilité aux bourses et l'information sur les frais de scolarité. Et puis aussi, hein, dans une deuxième page, les critères, hein, des candidatures. Donc vous avez plusieurs rubriques qui sont dédiées aux critères d'analyse, hein, des candidatures, avec une présentation, hein, globale et détaillée. Et voilà, par exemple, sur cette formation, vous savez que les résultats scolaires, hein, comptent pour 70%, hein, de la sélection, on va dire ça, les méthodes de travail pour 30%, les savoir-être pour 5%, voilà, motivation pour 3%, voilà. Et puis en dessous, en fait, vous savez sur quoi ils se basent pour juger de la motivation, juger du savoir-être, des méthodes de travail, etc. Donc ils peuvent se référer aux appréciations, ils peuvent se référer sur la rubrique activité centre d'intérêt, etc., quoi. Tout ça, c'est marqué et qui vous donne quand même une idée de la façon, en fait, hein, dont les candidatures vont être examinées. Donc, voilà, donc il y a des formations pour lesquelles les résultats scolaires comptent à 100%, il n'y a que ça qui compte, et puis des formations pour lesquelles, en fait, ça compte à 30% parce qu'il y a d'autres critères qui sont pris en compte dans une globalité. Ça en lien aussi avec les référentiels de la formation, quoi, en fait, c'est ça. Il y a de la cohérence, quoi, entre tout ça. Voilà, et puis vous avez, hein, des rapports d'analyse des candidatures, c'est-à-dire pour chaque formation, vous avez une rubrique qui vous permet de savoir comment ça s'est passé l'année dernière. Voilà, combien ils ont eu de candidatures, combien ils en ont classé, combien parmi ceux qui ont été classés ont reçu une proposition d'admission et combien parmi ceux qui ont reçu une proposition d'admission ont accepté cette proposition et sont présents. Voilà, vous avez en fait, hein, des chiffres qui permettent de savoir, ben, pour le bac général qui a postulé, pour les bacheliers généraux qui ont postulé dans cette formation, combien ont été classés, etc. Donc voilà, vous avez une visibilité des taux d'accès par bac pour chacune des formations. Alors, c'est à titre informatif, hein, c'est pas, voilà, c'est des choses peuvent évoluer d'année en année, mais ça donne déjà des repères. Voilà, un simulateur. Alors, il y a un simulateur qui permet, en rentrant un certain nombre de données, par exemple sur le bac général, sur le bac que l'on fait, sur sa moyenne générale, quelles sont les chances estimées de pouvoir poursuivre, d'être admis dans la formation. Alors, ce n'est pas tout à fait exact parce que, en fait, les formations ne se basent pas sur la moyenne générale. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça peut donner, en fait, inciter à l'ouverture, hein, sur les formations, sur une plus grande diversité de choix. Hein. Le but, hein, l'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'élargir, hein, le champ des possibles. Voilà, après, il y a les résultats à partir du 2 juin. Donc là encore, hein, la grande recommandation, c'est de respecter les délais et de se préparer au choix. Donc, voilà, imaginons le candidat, il a fait 8 vœux et il est admis dans 3 vœux. Il est en liste supplémentaire dans 3 vœux et puis il est refusé dans les 2 vœux suivants. Donc, il doit choisir, en fait, sa première chose, choisir parmi les vœux où il a été admis, là où il accepte la proposition. Il peut accepter qu'une seule proposition. Donc, du coup, il se désengage des formations, des 2 autres formations où il a été admis. Et il peut maintenir à la fois, dire, bah oui, OK pour la formation parce que je veux assurer,
mais en même temps, je maintiens mes candidatures là où je suis en attente parce que ces vœux m'intéressent toujours, quoi. Donc, il a la possibilité de conserver des vœux pour lesquels il est en liste d'attente et qui l'intéresse davantage que là où il est admis. Mardi 2 juin, donc, le candidat, durant la phase, après le 1er avril, donc les dossiers Parcoursup envoie à tous les établissements les candidatures, leurs candidatures. Durant avril jusqu'à fin mai, les établissements classent les candidatures. Et ensuite, fin mai, les établissements de formation renvoient à Parcoursup leur classement et Parcoursup remet ça par candidat et délivre le mardi 2 juin en fait les résultats de qu'est-ce que ça donne de l'admission à tous les vœux qu'il a émis le 12 mars. Donc, donc il a connaissance pour chaque vœu pour chaque vœu qui a été émis au mois de mars, si il est admis, s'il est refusé ou bien s'il est en liste d'attente. Voilà. Et donc, toute la phase principale d'admission qui démarre le 2 juin et qui va jusqu'au 10 juillet consiste en fait pour le candidat à répondre en fait aux différentes admissions qui sont proposées par Parcoursup, parce que il est en attente sur certaines formations début juin, et puis arrivé par exemple au 20 juin, la formation, pour cette formation où d'autres candidats ont été admis mais y ont renoncé, donc du coup Parcoursup appelle le candidat en fait qui est premier sur la liste d'attente. Donc les listes d'attente remontent. C'est la raison pour laquelle en fait le candidat peut avoir une proposition d'admission le 20 juin, le 2 juillet, et ça va jusqu'au 10 juillet. Chose, pas nouvelle parce que ça existe depuis l'année dernière, entre le 5 juin et le 8 juin, Parcoursup demande à chaque candidat, là en revanche, de classer par ordre de préférence tous les vœux qui sont en attente. Tous les vœux qui sont en attente, de façon à accélérer l'émission de propositions d'admission et la prise de décision en fait du candidat, parce que l'enjeu c'est de faire en sorte qu'un maximum de candidats ait fin juin ait pris la décision sur la formation dans laquelle ils souhaitent aller, parce qu'après il y a quand même un certain nombre de démarches à faire, d'inscription, mais aussi de recherche de logement, etc. Le mercredi 11 juin, début de la phase complémentaire, que ce soit en fait qu'on ait une proposition d'admission ou qu'on soit sans proposition d'admission, on peut participer à la phase complémentaire qui donne la possibilité de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux. Sur la base en fait des places qui sont restées vacantes, qui sont remises en fait en jeu pour de nouvelles candidatures. Et dans les situations où il n'y a aucune proposition d'admission, parce que soit les candidats ont été refusés sur tous leurs vœux, soit parce que les candidats sont en attente sur tous leurs vœux, ils ont la possibilité, à partir de leur dossier Parcoursup,
de saisir ce qu'on appelle l'AKS, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui est une commission qui se réunit au rectorat et qui examine les dossiers des candidats qui sont sans proposition et qui réunit des représentants de l'enseignement supérieur, des directeurs de CIO, voilà, des directeurs des inspecteurs aussi, hein, et qui examine les dossiers des candidats pour leur proposer une formation correspondant en fait à leurs intérêts, à leur profil. Voilà, et le 11 juillet, c'est la fin de la phase principale, hein, qui avait démarré au 2 juin, et la phase complémentaire, en fait, elle dure jusque septembre, voilà, où on peut recandidater sur d'autres vœux. Donc, qu'est-ce que ça donne, en fait voilà, donc... 29 000, ouais, environ 30 000 candidats ont reçu une proposition d'admission. En moyenne, chaque candidat reçoit 6 propositions d'admission en moyenne. Et puis, 90% des candidats ont reçu une proposition à J+10, c'est-à-dire entre le 2 et le 12 juin, en tout cas l'année dernière. Voilà, 95,2% en fin de procédure. C'est particulièrement vrai pour les bacheliers originaires de la voie générale, où ils sont 98,5% à avoir une proposition d'admission, 86% pour les bacheliers professionnels et 95% pour les bacheliers technologiques. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien pour notre académie. Et donc, vous voyez là, globalement, statistiquement, comment ils se répartissent. On voit que les bacheliers généraux ont des propositions d'admission particulièrement sur les licences, mais aussi les BUT, les CPGE et autres. C'est tout ce qui est classe, par exemple, les formations dans le domaine des arts. Et voilà, parce que ce sont aussi l'ensemble des formations dans lesquelles ils postulent. Les bacheliers professionnels se concentrent particulièrement sur les BTS, mais aussi 14% de licences. Et les bacheliers technologiques également sur les BTS, mais aussi sur les BUT, puisque voilà, il y a par mesure aussi d'équité, mais aussi sur les licences. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Donc globalement, vraiment, ça se passe très bien. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment le respect des délais. Et puis, Parcoursup n'est qu'une première étape. Donc, on a bien sûr après le droit de se réorienter. Voilà. Merci de votre attention.